Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorants. Le podcast dédié à l'actualité de la recherche autour des guerres mondiales. Je suis Guillaume Hiverneau. Je suis Charlotte Barnabé. Alors que l'historiographie de ces périodes est déjà abondante et que les livres les concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche ? C'est ce à quoi nous essayons de répondre en rencontrant les chercheuses et chercheurs qui travaillent sur les guerres mondiales. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plume de Doctorants. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Beaupré pour son nouvel ouvrage En temps de guerre, publié en 2023 aux Presses universitaires de France. Nicolas Beaupré, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes professeur en histoire contemporaine à l'ENSIB et au Centre Gabriel Naudet, membre du comité directeur du Centre de recherche de l'Historial, spécialiste de la Grande Guerre, de ses conséquences en France et en Allemagne. Aujourd'hui, nous allons parler du temps. Pourquoi le choix de cet angle particulier pour éclairer encore un peu plus l'histoire de la Première Guerre mondiale ? Alors le projet de travailler sur le temps vécu et le temps représenté remonte à un peu plus d'une dizaine d'années en fait. Il est né de plusieurs constats. Le premier, vous en ferez peut-être l'expérience, vous et vos auditeurs, à mesure que votre carrière académique avancera, c'est celui en fait d'une relecture des sources de la thèse, en fait, des débuts du travail de recherche, et le constat en fait qu'on a laissé des angles morts dans notre première lecture. Et donc parmi ces angles morts que j'ai repérés au cours de l'avancement de ma carrière et de mes travaux successifs, c'était celui du temps, en fait, que j'avais un peu abordé dans la thèse à travers notamment la question de l'eschatologie, donc de la représentation dans la littérature combattante de la Première Guerre mondiale, de la fin du conflit et des fins dernières, donc des grandes attentes placées dans la fin de la guerre, notamment dans l'attente de la victoire, parce que j'avais travaillé sur les sources écrites pendant la guerre elle-même, mais je ne m'étais pas tellement intéressé au rapport au présent ou au rapport au passé. Donc ça, c'était le premier élément qui m'a amené à me pencher sur cette question. Puis le deuxième, c'est aussi le constat d'une forme d'impasse, d'un débat historiographique qui a longtemps animé, c'est plus le cas aujourd'hui, l'historiographie de la Première Guerre mondiale, à savoir, y a-t-il eu ou non une culture de guerre, y a-t-il eu ou non un consentement à la guerre, finalement, toutes les réponses qui tournaient autour d'une grande question, du pourquoi et du comment les soldats, les combattants et tout largement les contemporains de la Première Guerre mondiale avaient pu supporter une telle épreuve aussi longtemps. Et là encore, ce débat m'a paru, à force de tourner en rond, assez largement stérile, et il m'a semblé qu'un des moyens de sortir de ce débat, c'était justement de prendre la question de la ténacité par le prisme du temps vécu. Donc voilà, c'était les principales motivations pour entreprendre ce projet sur l'histoire des rapports au temps des contemporains de la Première Guerre mondiale, sachant que le projet il date déjà d'un certain nombre d'années, puisque quand j'ai commencé à envisager cette approche, c'était dans les années 2012. Mais là, c'est le temps du centenaire de la Première Guerre mondiale qui, en quelque sorte, venu percuter ce projet et qui l'a beaucoup ralenti, puisque, comme la plupart des historiens et des historiennes de cette période, on a été particulièrement mobilisés pour participer aux travaux de la mission du centenaire ou pour répondre à des très nombreuses sollicitations de divers acteurs, bibliothèques, associations, centres d'archives ou autres. Et donc concrètement, en termes de méthodologie, comment avez-vous travaillé ce concept du temps, aussi complexe que riche ? Vous convoquez que vous avez utilisé notamment l'histoire culturelle, mais aussi peut-être quelle place accordez-vous peut-être aussi à la sociologie ou encore à d'autres éléments ? Alors effectivement, Marc Bloch disait déjà
le sujet des historiens, c'est pas le passé, c'est justement les hommes dans le temps. Mais bon, dire ça, c'est une chose, et puis ensuite en tirer les conséquences, c'en est une autre. Et effectivement, le temps, d'abord, ça paraît plus du domaine de la philosophie, on va dire, hein, des philosophes. Hein. La question effectivement du temps, liée à celle de la mort. La sociologie, vous avez raison, hein, puisque les premiers finalement à s'être intéressés dans les sciences humaines et sociales à cette question sont les sociologues comme Durkheim par exemple, ou les anthropologues. Et donc il a fallu lire en fait du point de vue méthodologique. Dans les premières années de ce projet, donc déjà dans les années 2010, hein, j'ai lu. Donc vous avez raison, j'ai lu des historiens, j'ai aussi lu des philosophes, hein, notamment Bergson, hein, puisqu'il est justement contemporain de la période qui m'intéressait, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale. On y reviendra peut-être dans le podcast, mais c'est aussi l'avant-guerre 14, c'est déjà une période de bouleversement en fait des rapports au temps, notamment dans le monde occidental. Et puis aussi, effectivement, des sociologues qui ont travaillé sur la question notamment du temps de travail. Je pense en particulier à William Grossin, donc, qui est d'ailleurs à l'origine de la revue Temporalité, que vous connaissez peut-être, donc, qui est une revue pluridisciplinaire qui travaille justement cette question des temporalités et des rapports au temps. Et donc, qui s'était intéressé d'abord en partant de la question du temps de travail, ensuite au rythme de la vie quotidienne, la question de l'ennui et tout. Donc, autant de problématiques que je retrouvais aussi dans ce que je voulais étudier, à savoir de manière assez générale les rapports au temps. Mais effectivement, il m'a fallu déjà construire le projet de manière un peu, on va dire, épistémologique, pour savoir un peu de quoi on voulait parler, de quoi on voulait parler. Bon, après, évidemment, il y a des historiens aujourd'hui qui s'intéressent à cette question. Je pense aux travaux de François Hartog sur les régimes d'historicité et tout ça. Mais je suis remonté en fait à la Première Guerre mondiale, aux années 1900-1910, pour m'intéresser et mettre en perspective la manière dont on a pensé finalement le temps dans les sciences humaines et sociales, ce qui m'a servi de socle ensuite pour déployer une série d'études thématiques autour de cette question. Je pense que sans cette exploration de la littérature secondaire, parfois d'ailleurs pas toujours facile, j'aurais pas pu écrire ce livre, même si après voilà, je cite pas évidemment les sociologues à toutes les pages, mais voilà, je me suis posé la question à un moment sur voilà, en anthropologie, en sociologie, en philosophie, en sciences politiques aussi, comment on pense cette question. Alors justement, pour redresser un peu le contexte de ce rapport au temps, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment on mesure, comment on expérimente le temps en ce début de XXe siècle, juste avant le déclenchement du conflit? Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, le temps, c'est une donnée qui nous paraît presque naturelle, hein, regarder sa montre, tenir un agenda, avoir des échéances. Hein, mais il faut savoir que pour les contemporains du début du XXe siècle, ce rapport, on va dire, moderne au temps tel qu'on peut le connaître aujourd'hui, il est relativement récent. Hein, il a, on va dire, je parle du monde occidental ici, de la France en particulier, il a, à la veille de la Première Guerre mondiale, ce rapport-là, il a une vingtaine d'années, quoi, à peine. Hein, il faut voir qu'avant, en France, les premières législations qui fixent une heure, on va dire nationale, hein, la nationalisation du temps, c'est 1891, donc c'est relativement récent. Avant, il y avait en France ce que Alain Corbin appelait une marqueterie temporelle, c'est-à-dire que l'heure de Nantes n'était pas la même qu'à Paris, que tout le monde n'avait pas non plus de montre, donc il y avait un rapport au temps vécu, on va dire, hein, qui
qui était encore très discordant, hein, pour reprendre aussi la terminologie de Christophe Charles, qui a écrit un livre qui s'appelle la discordance des temps, hein, qui montre que justement, hein, à la campagne, à la ville, on n'a pas le même rapport au temps, dans le monde occidental et dans le reste du monde, on n'a pas le même rapport au temps. Et c'est seulement très progressivement qu'à la veille de la Première Guerre mondiale, on assiste à un mouvement d'unification, on va dire, du temps, hein, sous la conjugaison à la fois des impératifs, on va dire, de l'industrialisation du monde, de la nécessité d'être plus efficace au travail, on pense au Fordisme, hein, par exemple, hein, et puis aussi de la nationalisation, c'est-à-dire de la maîtrise par les États de ce rapport au temps, et parfois d'ailleurs en concurrence les uns avec les autres, hein. On pense par exemple à la conférence de Washington en 1884, hein, qui partage le monde en fuseaux horaires, hein. C'est un enjeu, une discussion, pour savoir quel va être le méridien zéro. Hein. Est-ce que ça sera le méridien de Paris ou est-ce que ça sera le méridien de Greenwich? Je simplifie un peu à l'extrême. Finalement, c'est les Britanniques qui l'emportent, hein. Mais c'est bien là le signe de cette volonté de contrôle du temps et d'uniformisation pour à la fois plus d'efficacité et aussi plus de contrôle finalement, non seulement sur le temps mais aussi, on comprend, sur l'espace, hein, puisque finalement l'État et les frontières de l'État sont celles où l'heure est la même partout, ce qui n'était pas encore le cas avant. Les Français prennent une petite revanche justement à la veille de la Première Guerre mondiale, puisque l'heure radio, hein, les top horaires par radio, donc, seront ceux qui sont transmis par la Tour Eiffel. Donc c'est l'heure de Greenwich, mais transmise par quoi. Voilà, je simplifie un peu, mais en gros, voilà, le paysage temporel à la veille de la Grande Guerre, tel qu'il s'est progressivement uniformisé, même si ce que je dis, c'est surtout valable pour le monde occidental. C'est très éclairant. Vous parlez aussi dans votre ouvrage des outils de mesure du temps. Alors, est-ce que le conflit a impacté, influencé ces outils de mesure? Et vous consacrez notamment de belles pages à l'utilisation de la montre bracelet, hein, qui se diffuse rapidement et de plus en plus. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Oui, alors, effectivement, notre rapport au temps, alors, pour revenir peut-être avant d'entrer dans les détails, hein, il s'organise autour de différents rythmes. Hein. Il y a un rapport au temps, effectivement, il y a des temps cycliques, hein, donc, qui vont effectivement les 12 heures de la journée, 24 si on compte la nuit, l'alternance entre le jour et la nuit, les 7 jours de la semaine, les mois, donc qui reviennent, hein. Donc le calendrier, en gros, ça va du tour du cadran jusqu'au calendrier. Donc on a des temps cycliques, et puis ensuite on a un temps, on va dire linéaire, qui est le temps de nos vies humaines, hein, qui est fait là aussi des différents âges de la vie, l'enfance, l'adolescence, le passage à l'âge adulte, avec des moments de passage, hein, la scolarisation, le mariage, donc qui sont aussi des projets. Donc ça, c'est un temps linéaire. Et puis on a aussi le temps historique dans lequel ce temps linéaire et ce temps cyclique s'inscrivent, et qui donc, ce temps historique peut à certains moments affecter nos existences. Et donc mon projet, c'était d'examiner ce que la Première Guerre mondiale finalement fait à ces 3 niveaux du temps. Donc le temps, on va dire, le temps rythmé et cyclique, le temps de l'existence humaine, le temps de notre ligne de vie, et puis le temps, la manière dont on s'inscrit dans un temps historique. Et donc effectivement, donc dans les temps cycliques et dans les appareils, l'un des moyens de mesurer les temps cycliques, c'est la montre, hein, que j'ai pu constater dans mes recherches, hein, ce qui était une découverte. Alors, il y a certains historiens qui en parlaient, hein, qui ont noté qu'effectivement, la Première Guerre mondiale a vu une multiplication de la vente de montres bracelets. On pouvait le voir aussi, j'ai utilisé les publicités qu'on pouvait trouver dans les différents journaux de l'époque,
où effectivement il y a beaucoup de publicité pour des montres, pour les poilus, qui sont des montres bracelets. Et puis, je me suis penché aussi comme source sur la presse professionnelle, c'est-à-dire notamment les journaux des différents syndicats d'horlogerie. Donc j'ai travaillé sur ça s'appelle la France horlogère pour la France, mais également sur des publications similaires états-uniennes et britanniques. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, la question de la montre bracelet commence à être discutée avant la Première Guerre mondiale, parce qu'il y a déjà en lien aussi avec les guerres, hein, puisqu'il y a des montres bracelets qui sont utilisées dans les conflits balkaniques, et puis auparavant dans la guerre des bourgs. Mais c'est vraiment avec la Première Guerre mondiale que la montre masculine, en tout cas, va passer du gousset au poignet, puisque avant la Première Guerre mondiale, la montre bracelet était essentiellement un bijou féminin, d'ailleurs en général coûteux, hein, avec des pierres précieuses ou des métaux précieux. Et puis avec la Première Guerre mondiale, ce sont massivement les hommes, hein, qui vont, d'ailleurs non sans résistance parfois, on peut lire des textes, hein, qui considèrent encore que pendant la Première Guerre mondiale, c'était féminin de porter sa montre à son poignet, mais c'est le côté pratique qui va triompher. Et effectivement, alors la montre à gousset n'est pas abandonnée, mais en tout cas, la montre à bracelet rencontre un énorme succès pendant la Première Guerre mondiale, avec des montres d'ailleurs bon marché, non plus dans des métaux nobles, mais en acier nickelé et tout, avec des mécanismes beaucoup plus simples que ceux très perfectionnés des montres oignons. Et d'ailleurs, ce qui aussi provoque un certain nombre de reconversions nécessaires dans l'industrie horlogère, hein, qui s'était notamment pour les montres les plus coûteuses spécialisées dans des montres véritablement des chefs-d'œuvre de l'horlogerie, alors que voilà, fabriquer une montre bracelet solide en série, ça coûte beaucoup moins cher. Et donc, ça a aussi une incidence sur le prix des montres qui va baisser pendant la Première Guerre mondiale et sur la démocratisation de la montre. Hein, la montre, après 14-18, hein, n'est plus comme elle l'était avant la Première Guerre mondiale. Voilà, un signe d'appartenance à une classe ou à un groupe social, mais devient vraiment un produit de consommation courante, et singulièrement la montre bracelet. Et à tel point d'ailleurs que les fabricants de luxe commencent à faire des montres bracelets aussi coûteuses et de luxe pendant la Première Guerre mondiale. Hein, le modèle de Tank de Cartier, qui existe toujours, qui s'appelle toujours Tank d'ailleurs, qui est une montre rectangulaire de chez Cartier, qui est hors de prix aujourd'hui, personne ne peut se l'acheter, sauf si on est très riche. C'est né pendant la Première Guerre mondiale. Donc vous parlez d'un temps cyclique qu'on a de plus en plus la possibilité de maîtriser, mais on a coutume de dire, lorsqu'un événement exceptionnel surgit dans les existences individuelles, que le temps s'arrête. On parle d'un temps qui s'arrête. Est-ce qu'au moment de l'entrée de guerre en 1914, le temps s'arrête pour les Français ? Alors, oui et non. Alors déjà, il faut dire qu'il y a une réaction dans les textes. Hein. Donc là, j'ai pas mal travaillé à nouveau avec les égo-documents, avec les journaux, les lettres, qui sont pratiques parce qu'ils sont écrits au jour le jour. Et donc, ils permettent là de suivre avec une proximité directe avec ce qui est raconté, contrairement aux récits qui sont écrits après coup, avec une part de reconstruction. Là, les lettres et les journaux, hein, permettent de suivre effectivement l'évolution du rapport au temps et à l'histoire et à l'événement. Et là, on peut dire, alors je simplifie à l'extrême, hein, qu'il y a deux grands types de réactions. Hein. Il y a effectivement une partie des scripteurs pour qui le temps, effectivement, en tout cas le temps ordinaire, s'arrête, et ils en ont conscience, ils le disent, tout simplement du fait de la séparation, du fait de la menace de la mort, et puis du fait de l'ampleur de l'événement historique, qui fait que voilà, une guerre éclate, on est mobilisé, on doit se séparer, on doit partir, et donc effectivement on dit de manière explicite, hein,
que le temps s'arrête, en tout cas le temps ordinaire. Et puis, il y a une autre série de scripteurs qui se protègent de cela, en fait, hein, et donc on peut lire que voilà, c'est l'idée que la guerre sera courte, qu'on va revenir vite, que c'est qu'un moment dont on espère et dont on attend qu'il soit bref, hein, qui vient arrêter le temps des vendanges, qui vient arrêter, mais on part aux moissons, on reviendra pour les vendanges. Donc il y a ces deux types de réactions, mais assez vite en fait, hein, à mesure que voilà, il apparaît que la guerre, on ne sait pas combien de temps elle va durer. On espère toujours pendant le conflit, hein, que la guerre se terminera bientôt. Hein, c'est d'ailleurs sans doute un des ressorts de la ténacité. Jean-Jacques Becker l'avait déjà perçu dans son livre sur les Français dans la Grande Guerre en 1980, qu'effectivement on se projette toujours finalement dans un horizon de fin de la guerre de quelques semaines, de quelques mois. On n'imagine pas, même en octobre-novembre 14, quand on voit bien que la guerre ne va pas durer 15 jours et qu'elle va s'installer dans la durée, on n'imagine évidemment pas qu'elle va durer jusqu'en novembre 18, qu'elle va encore durer 4 ans, hein, mais peut-être quelques mois, quelques semaines, peut-être un an, hein, mais on se projette dans un temps plus lointain, mais quand même en général rarement aussi long. Hein, c'est aujourd'hui, c'est pareil avec la guerre en Ukraine, d'une certaine manière, il y a des similarités. Hein, on a du mal à se dire que peut-être dans 10 ans, le front sera toujours là et qu'on essaye de se raccrocher à des éléments qui font que peut-être à un moment, le front va craquer et l'horizon de la guerre se comptera en semaines. Alors en semaines et en mois, on a du mal à penser en années. Donc voilà, donc effectivement, pour certains, le temps clairement s'arrête. L'événement s'impose au temps ordinaire, alors que pour d'autres, il y a encore une réaction de protection et de déni qui est assez large. D'accord, je trouve ça très intéressant la manière dont vous approchez les expériences du temps tel qu'il est vécu, tel qu'il est perçu. Vous faites un peu une histoire des émotions. Est-ce que vous pourriez rappeler à nos auditeurs quelles sources vous avez mobilisées ? Je trouve ça très intéressant parce que vous mobilisez des sources à la fois écrites et matérielles, et la méthodologie que vous avez utilisée pour ça. Alors effectivement, mon travail s'inscrit pleinement dans l'histoire culturelle de la Première Guerre mondiale, hein, qui a été notamment foisonnante depuis les années 80-90 autour du centre de recherche de la Première Guerre mondiale. C'est une approche culturelle qui est celle d'une anthropologie historique qui s'apparente aussi, qui a des points de convergence avec l'histoire des sensibilités, et donc qui amène à mobiliser effectivement toute une série de sources, hein, qui sont là aussi le fruit de mon lien avec ces approches autour du musée de l'historien de la Grande Guerre de Péronne. Hein, Stéphane Douin-Rousseau a dit dans plusieurs articles, dans plusieurs textes, dans plusieurs de ses livres, hein, à quel point le monde des objets, des réserves du musée lui-même, la participation, lui il était à l'origine, hein, du musée, la participation à la construction de ce musée et le monde plein d'objets qu'on y découvre percute l'historien. Et donc au-delà moi je suis au départ dans mes travaux un historien de l'écrit, hein, parce que j'ai travaillé sur les récits, les écrits de guerre, la poésie de guerre et tout. Donc c'était d'ailleurs le point de départ de mon projet, hein, de revenir sur ces sources-là, de les utiliser sous un autre angle. Mais je fréquente aussi, comme les historiens de Péronne, le musée, les objets, hein, et donc je me suis particulièrement intéressé aux objets, donc, qui vont des objets manufacturés comme la montre bracelet qu'on a déjà mentionné, qui dit beaucoup sur le rapport au temps. Hein. Évidemment, le rapport au temps n'est pas le même quand on a la montre au poignet, toujours visible, y compris la nuit avec des montres avec des aiguilles phosphorescentes, que quand on a une grosse montre lourde,
coûteuse, qu'on doit protéger dans sa vareuse, qu'on met du temps à sortir. Évidemment, c'est pas le même rapport au temps. Donc, examiner les objets, le rapport des gestes et du corps à ces objets nous en apprend beaucoup. Et puis, je me suis aussi intéressé aux objets fabriqués par les soldats, et en particulier, alors je ne suis pas du tout le premier à avoir fait ça, mais à l'artisanat de tranchées, entre autres, donc aux objets fabriqués par les combattants, qui sont justement des objets qui sont fabriqués dans les interstices du temps de la guerre, puisqu'au front, on a beaucoup de temps, en fait. Les soldats, ils ont pour eux, alors ils ont du temps qui est confisqué par les obligations militaires, par la guerre, mais ils ont aussi du temps pour eux, et ils fabriquent des objets. Et donc, ils fabriquent des briquets, ils fabriquent des souvenirs, ils gravent le bois, ils fabriquent des cannes. Et sur ces objets, on peut souvent constater qu'il y a des lieux qui sont écrits, et puis des dates. Donc, 1914, 1915, 1916, ou des lieux, Verdun, la Somme. D'ailleurs, des lieux qui sont souvent aussi des dates eux-mêmes. Parce que quand on écrit Verdun sur une canne de tranchée, il est probable qu'on fasse autant référence au lieu Verdun par lequel on est passé qu'à la bataille de Verdun en 1916 à laquelle on a participé. Et donc ces objets, ils sont intéressants, ils m'ont intéressé, la description de ces objets, parce qu'ils sont à la fois une sorte de manière de tuer le temps de la guerre, de s'échapper finalement, d'arracher au temps de service du temps pour soi, pour fabriquer des objets qu'on va ensuite donner, échanger, etc. Et puis en même temps, ils sont aussi des conservatoires. Ils ont une double fonction, à la fois échapper au temps de la guerre et en même temps, paradoxalement, le conserver, puisque justement, ils font office de souvenirs, et d'ailleurs, pour certains d'entre eux, évidemment pas tous, ils sont parvenus, ils ont été conservés par les familles, et ils sont donc en quelque sorte aussi des traces de ce temps de la guerre. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé à des sources en plusieurs dimensions, évidemment aussi à des sources artistiques, comme celle qui est reproduite en couverture de mon livre, qui est un tableau du peintre russe Alexandre Zinoviev, et qui montre précisément le moment avant l'assaut, le soldat qui regarde sa montre, et c'est d'ailleurs une montre poilue avec une grille protectrice, telle qu'on peut en voir la publicité aussi dans les journaux, ou justement en rencontrer dans les musées. C'est intéressant ce rapport au temps des soldats qui sont éprouvés par la guerre de tranchées notamment. Donc vous avez commencé à développer justement ces stratégies mises en place par les soldats pour tuer le temps, si je puis dire. Il y a aussi toute une place qui est consacrée à l'écriture aux proches. Est-ce que vous revenez un petit peu sur ces temps de l'écriture, ces temps consacrés peut-être à une tentative d'évasion des soldats? Oui, l'écriture, elle a effectivement aussi ce rôle pluraliste. C'est à la fois effectivement un moment d'évasion, et puis c'est de la même manière un peu qu'avec les objets. D'ailleurs, les objets sont en forme de langage en 3 dimensions. Donc on s'évade, on écrit notamment des lettres, on est en pensée à l'arrière, avec sa famille, avec ses enfants, avec son épouse. Donc on s'arrache en quelque sorte au temps de la guerre pour essayer de quelques instants se replonger dans le temps d'avant, et dans le temps de l'arrière. Et puis en même temps, dans ces écrits de guerre, on conserve aussi ce temps de la guerre, puisqu'on l'écrit, on en fait le récit, on le met en forme, et donc on retrouve aussi de manière très similaire avec ces objets cette double dimension dans l'écriture. Puis l'écriture, notamment de la correspondance, on pense aux travaux de Clémentine Vidal-Naquet, il y a aussi tout ce qui va autour de cette écriture, notamment toutes les attentes qui sont placées dans le courrier. Les soldats, dès que le service du courrier fonctionne mal, ils protestent. Donc là, on investit aussi un rapport au temps spécifique à l'attente de la correspondance au courrier, qui n'est pas le même que, par exemple, quand on projette d'écrire un
journal ou encore parce que ou d'écrire un récit. Donc chaque type d'écrit différent entretient aussi un rapport au temps particulier. Et donc là, nous venons de voir un petit peu ce rapport au temps à hauteur de combattant. Et si l'on prend un petit peu de hauteur et que on se place au niveau du commandement militaire, est-ce que on voit une distinction sur la manière dont se préoccupe le commandement vis-à-vis de cette question? Et est-ce que le commandement est inquiet des répercussions de ces temporalités sur le moral des combattants? Comment prend-il cela en charge? Clairement, alors là aussi, je n'entends pas révolutionner la recherche avec mon livre, mais plutôt en m'appuyant sur des travaux existants, mettre cela en évidence. Alors Emmanuelle Cronier, par exemple, elle a travaillé sur les permissions dans la Première Guerre mondiale, sur la politique des permissions. Elle montre très bien que cette politique de créer des permissions qui permettent aux soldats de se projeter dans le fait qu'ils savent que dans 6 mois, dans 5 mois, dans 4 mois, puis dans 2 mois, puis dans 3 mois, ils vont partir en perme, ça leur crée un horizon temporel dans une guerre qui semble totalement immobile. Quand la fin de la guerre devient improbable, l'attente peut se déplacer à la prochaine permission. Donc la création des permissions, c'est une politique du temps. C'est une politique du temps. De la même manière, le fonctionnement optimal de la correspondance de la poste aux armées, c'est aussi une politique du temps. C'est aussi permettre aux combattants qui sont au front, et plus largement d'ailleurs aux sociétés en guerre en général, puisque la correspondance va dans les deux sens, ça ne concerne pas que les combattants, mais ça concerne aussi l'arrière, ça permet aux sociétés en guerre de se créer des horizons d'attente. Et de n'être pas complètement plongé dans un présent qui serait totalement immobile, sans aucune perspective, vu qu'on n'arrive pas, la fin de la guerre, elle est dans une sorte de brouillard, et qu'on n'arrive pas à percer. Et donc, dans ce cas, effectivement, on met en place des politiques publiques du temps, et principalement, du point de vue militaire, il y en a deux, donc c'est des permissions, et c'est le courrier. Et c'est le fonctionnement optimal de la poste aux armées. On peut constater que dans la plupart des pays occidentaux, on s'est appliqué à perfectionner le système de postes aux armées pour faire en sorte qu'ils répondent aux besoins. Dans les témoignages de combattants, que ce soit la poésie, les récits et tout, l'attente du Waldmestre, donc du facteur militaire, est systématiquement considérée comme plus importante encore que l'attente du cuistot, qui amène le café ou qui amène le repas. C'est la lettre, c'est un besoin vital. Et donc, si cette attente-là n'est pas satisfaite, évidemment, la crainte pour les états-majors, c'est que le moral des combattants en pâtisse fortement. Et là, du coup, vous évoquez les combattants, mais est-ce que le temps des combattants, c'est le même que celui des civils? Alors non, et oui et non. Alors non, parce qu'effectivement, au front, les combattants le soulignent, le temps est spécifique. Et d'ailleurs, le temps des combattants n'est pas le temps des combattants. Quand vous êtes en première ligne, on n'a pas le même rapport au temps que si on est au repos ou à l'arrière, voire dans les deuxième ou troisième lignes, dans des secteurs qui ne sont pas exposés directement au feu. Donc il y a toute une gradation entre le temps du feu, on va dire, et le temps de l'arrière. Alors, il y a un certain nombre de caractéristiques communes tout de même, notamment, alors c'est pareil, on ne vit pas de la même manière le jour et la nuit à l'arrière et au front, par exemple. Je parlais des cycles temporels. À l'arrière, l'alternance du jour et de la nuit, elle reste peu modifiée par la guerre. Même si parfois on se lève plus tôt le matin pour aller chercher le journal, pour connaître les nouvelles et tout. Mais alors que sur le front,
surtout quand on est dans les premières lignes, hein, la guerre, elle se fait la nuit. Là, l'alternant, par exemple, le rapport entre le jour et la nuit n'est pas le même au front et à l'arrière. Mais même en première ligne, on va dire que dans les secteurs où on se repose, là, à nouveau, on dort la nuit et on travaille le jour. Donc ça, c'est par exemple une différence. En revanche, par exemple, sur le temps linéaire et sur notamment le rapport au futur, là, les différences sont moins grandes. Alors évidemment, pour les combattants, elles sont obérées par la peur de la mort. Hein, ce qui fait qu'on n'a pas d'avenir pendant la Première Guerre mondiale, c'est déjà qu'on ne sait pas quand la guerre va se terminer. Et puis le deuxième élément, c'est que la mort menace. Alors, évidemment, elle ne menace pas de la même manière un combattant sur le front que sa famille à l'arrière. Mais bon, c'est aussi une menace pour sa famille à l'arrière, hein, la menace justement d'être endeuillé. Donc on partage quand même un certain nombre d'angoisses, par exemple, par rapport au futur. Donc c'est ce qui fait qu'on peut dire à la fois qu'il y a un temps de guerre et des temps de guerre. Donc il y a des temps différenciés, des rapports au temps différenciés, mais il y a aussi en même temps un temps de guerre. Et dans ce temps de guerre, comme caractéristique, on va dire, commune entre le front et l'arrière, c'est notamment le rapport à l'avenir. Ces soldats mobilisés, ils sont aussi d'origine sociale différente. Vous avez des ouvriers, vous avez des agriculteurs, et donc déjà leur rapport au temps à la base il est différent. Est-ce que avec la mobilisation, avec l'entrée dans le conflit, vous avez une uniformisation du rapport au temps pour ces individus, ou est-ce qu'il y a certaines habitudes qui persistent? Alors ça, il faudrait faire je vous avoue, j'ai pensé cette question, hein, parce que d'ailleurs vous dites les différentes classes sociales, mais on pourrait aussi dire les différentes nationalités dans la guerre. Hein. Bien sûr. Un paysan russe par rapport à un ouvrier français, un soldat ottoman, donc effectivement, ils n'ont pas nécessairement les mêmes rapports au temps. Hein, c'est pareil, une femme à l'arrière en France et une autre en Australie ou aux États-Unis, très loin du front. Hein, donc là aussi, la distance, sans doute, hein, joue aussi un rôle très important dans la construction du rapport au temps de la guerre. Donc effectivement, ces éléments ne doivent pas oublier. Après, une de mes hypothèses de travail, de mes approches, c'est que cette dimension différenciée doit venir dans un second lieu. Hein, c'est qu'il y a un temps de guerre, hein, qui effectivement s'impose à l'ensemble des sociétés. Après, la manière dont il est vécu et dont il est décliné en fonction à la fois du lieu où on peut se trouver dans la guerre, mais aussi en fonction d'autres critères qui peuvent être antérieurs au conflit, doit être examiné, à mon avis, dans un second temps. Ce qui domine, c'est l'expérience de la guerre, et c'est ça, en fait, qui était au cœur de mon enquête, et c'est pourquoi je me suis intéressé à cette question, hein, de, effectivement, une forme d'expérience partagée, et ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas des déclinaisons sociales ou spatiales différentes. Moi, j'aurais aimé revenir sur la projection dans l'avenir que vous évoquiez juste avant, puisque je travaille aussi sur des lettres de soldats, mais de soldats allemands qui sont occupants en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dans les lettres qu'ils écrivent à leur famille, ou plus précisément à leurs amantes, j'ai l'impression que justement, ils se projettent dans l'avenir, peut-être pour adoucir un peu le présent, dont on ne sait pas sur quoi il va déboucher. Est-ce que vous constatez aussi que les combattants que vous étudiez se projettent tout de même dans un certain avenir ? Alors effectivement, Clémentine Vidal-Naquet, vous connaissez sans doute, oui, ses travaux sur les couples, elle a montré ça aussi dans ses recherches, dans son travail, qu'effectivement, notamment l'espace du courrier, l'espace de la lettre, hein, c'est un espace où, malgré tout, hein, on essaye de, effectivement, parfois en occultant la menace de la mort, de penser, hein, de se projeter dans l'avenir et d'essayer de se construire l'avenir. Ce qu'on peut dire, c'est que souvent, paradoxalement, cet avenir qu'on construit dans l'espace de la correspondance, c'est un passé, en fait. C'est en fait souvent, hein, une représentation qui a beaucoup à voir avec ce qui était avant que ce qu'il y a après.
C'est-à-dire, c'est en fait se retrouver, c'est faire des projets, par exemple des projets familiaux qu'on avait déjà formulés avant la guerre, mais qui ont été interrompus par elle. Et donc, j'ai utilisé parfois comme métaphore le gant qu'on retourne. Hein, et donc, finalement, l'avenir de ces combattants, c'est souvent en fait un passé désiré, quoi. Et donc, vous avez tout à fait raison de dire qu'on n'abandonne pas tout espoir, on va dire, hein, sinon, effectivement... Alors, certains, si, hein, d'ailleurs, il y a des pathologies du temps, hein, j'en parle aussi dans mon livre, avec la question du cafard, par exemple, hein, où finalement, le cafard, qui est la terminologie utilisée, c'est cette pathologie du temps, où l'avenir est tellement absent, finalement, où le temps n'est plus que temps cyclique, n'est plus qu'ennui, où on perd cette perspective. D'où effectivement la nécessité de préserver certains espaces pour essayer de se projeter quand même, hein, et ça passe par l'échange, hein, l'échange de courrier ou l'envoi de cadeaux, mais là encore, je me répète, hein, ce futur désiré ressemble beaucoup au passé abandonné et laissé derrière soi quand on est parti sur le front, ou quand on a vu partir son mari, ou son père, ou son fils. Et alors, si l'on se place maintenant à la fin du conflit, est-ce qu'il y a, à partir du 11 novembre 1918, pour les nationalités concernées, un rétablissement du temps, peut-être la fermeture d'une parenthèse, ou est-ce que le conflit a profondément changé les rapports au temps, puisque c'est quand même un après-guerre qui se fait dans le deuil, dans les ruines, etc. Donc, qu'est-ce que cela change ? Alors ça, c'est un sujet pour un deuxième livre, on va dire, que j'ai pas encore écrit. Il y a un épilogue sur la construction sur le monument aux morts de Güstrow de Ernst Barlach. Mais effectivement, c'est un sujet en soi, hein, que c'est cette conservation, hein, du temps de la guerre. Là aussi, hein, ce serait l'objet d'une autre recherche, un autre livre. Hein. Par exemple, Stefano Rousseau a montré qu'il y a des deuils qui ne se terminent jamais, qu'il y a des familles qui restent enfermées dans le temps de la guerre, dans le temps du deuil, hein, et qui, jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, restent finalement, ne sortent plus de ce temps du deuil qui est le résultat du temps de la guerre. Après, il y en a d'autres où ce n'est pas le cas. Il y a aussi toute une littérature du retour, hein, pour penser à Aurélien de Dragon, hein, qui le héros, hein, c'est celui qui finalement n'arrive pas à s'extraire de ce temps gluant qui était le temps de sa jeunesse, qui lui a volé le temps de sa jeunesse, hein, et qui reste comme ça un peu justement entre deux temps. Hein, et donc la littérature, hein, Karine Trévisan, par exemple, a travaillé sur ces romans du retour, hein, a thématisé cette question de la pesanteur des années 20, mais les années 20, c'est aussi des années folles, hein, c'est aussi effectivement celles où on veut justement oublier quelque part la Première Guerre mondiale. Hein, j'avais montré dans mes précédents travaux, notamment pour ce qui est de la littérature de guerre et du témoignage, hein, il y a une nette baisse de la publication et de la vente des récits de guerre à partir de 1919. Hein, donc on veut lire autre chose aussi que des livres sur la guerre. Alors ça repart après dans les années 30, hein, mais bon, c'est un deuxième, j'ai envie de dire, c'est un deuxième livre, un deuxième projet. Mais effectivement, cette question que vous posez, elle est tout à fait pertinente. Très bien. Dans ce cas, est-ce que c'est votre futur projet de recherche ou est-ce que vous entamez d'autres terrains ? Non, pour l'instant non. Actuellement, je travaille sur un autre projet d'écriture, d'une autre écriture, donc qui a à voir aussi avec finalement la Première Guerre mondiale et ses suites, puisque j'écris pour la collection Histoire dessinée de la France, j'essaye, avec du mal, parce que c'est la première fois d'écrire le volume donc, qui concerne les années 1914-1929, dans la collection dirigée par Sylvain Venner. Donc c'est ça le projet d'écriture sur lequel je travaille actuellement. Après j'ai d'autres projets individuels ou collectifs, mais il faut déjà que je termine ça. Bien, bah c'est un ouvrage en tout cas qu'on recommande fortement. On recommande fortement la lecture de cet ouvrage qui était très éclairant et très stimulant.
Il nous reste à vous remercier en tout cas pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast réalisé par les doctorants en Seconde Guerre mondiale du laboratoire ISTEME de l'Université de Caen. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager. Nous vous retrouvons le mois prochain pour un prochain épisode.